Merci d'être là pour un des webinaires OSAE organisés autour de la diversité variétale, qui est aujourd'hui un enjeu fondamental pour l'agriculture, pour assurer la sécurité alimentaire des populations humaines comme animales, et leur qualité, leur diversité, leur adaptabilité aux différents contextes pédoclimatiques entraînent plus ou moins la réussite de leur mise en culture, et c'est ce sur quoi présentaient Dione et Geoffroy sur ce webinaire. Euh, donc, quelques règles pour commencer. Seuls les intervenants peuvent prendre la parole. Vous pouvez évidemment adresser vos questions et remarques par écrit. Alors, soit vous voyez en bas, enfin, soit en bas ou en haut. Pour moi, il est en haut. Le Q et R qui est en bas de l'écran et vous pouvez limiter vos questions à une ou deux, ou soit d'en discuter. Q et R, c'est vraiment spécifique aux questions et on pourra vous répondre soit directement, soit je les prendrai en compte et puis je poserai les questions directement après la présentation des deux intervenants, soit discuter si vous avez un commentaire à partager. Ce webinaire est organisé par une entreprise associative au service des transitions et qui a vraiment une approche systémique autour de cette grande activité. Donc il y a ce QR code, c'est pour solliciter, enfin vous pouvez vous adhérer donc à cette association, et ce webinaire aujourd'hui est organisé, enfin s'inscrit dans l'activité agroécologie et biodiversité. Et notamment plus précisément dans le projet Oser l'agroécologie, qui est une plateforme qui est créée pour diffuser les savoirs en mettant en avant des agriculteurs comme Dion qui ont fait des évolutions de pratiques et qui ont des systèmes aujourd'hui résilients et qui sont intéressants à mettre en avant. Et notamment aussi autour on met en place des rencontres techniques pour discuter et échanger entre agriculteurs. Et donc, ce webinaire fait partie aussi de cette méthode de diffusion des savoirs en des pratiques agroécologiques. Ce webinaire, il y aura une première présentation de Geoffroy Estingoy qui présentera les résultats sur le maïs pop et les expérimentations qu'ils font. Et après, Dione Arlouché présentera sa ferme et le développement du maïs population sur sa ferme. Donc, Geoffroy, n'hésite pas à me dire s'il faut que je change les diapos. J'essaierai Ok. de suivre. Merci pour avoir pensé à nous et merci pour l'invitation. On est ravis de participer à ce webinaire. Je crois que j'ai à peu près 20 minutes pour aborder le sujet et l'objectif, c'était un petit peu de témoigner. Alors, en 20 minutes, ça va être très court, donc je laisserai certainement des points un peu à éclaircir ou à développer par la suite s'il y a un temps d'échange, puisque effectivement la maison de la semence paysanne d'Agrobio Périgord existe depuis maintenant 23 ans et que elle a largement participé à cette gestion collective et dynamique de la biodiversité. Alors par le maïs historiquement, mais aussi sur d'autres espèces. Du coup, on peut passer à la diapo suivante. Donc, c'était juste pour vous présenter un petit peu l'historique avec dès les années 2000, la problématique des OGM commence à poindre en France et on a quelques adhérents qui reçoivent des courriers de leur coopérative voilà, en disant qu'il y a peut-être une contamination OGM sur de la semence de maïs bio. Et donc, ces adhérents ont décidé de reprendre un petit peu la main sur l'autonomie semencière. Et donc, à partir des années 2000, commence à s'organiser tout un travail pour retrouver déjà de la semence paysanne. Et forcément, ça se passe essentiellement sur le continent américain, puisque c'est le berceau du maïs. Donc il y a en 2001, 2002, plusieurs voyages qui sont organisés, notamment au Guatemala, au Brésil, pour retrouver déjà de la semence paysanne.
Et effectivement, ces maïs ne sont pas du tout adaptés au contexte pédoclimatique de la Dordogne et de l'Europe en général. Donc il a fallu voilà, déjà mettre en place des plateformes où on observait ces maïs, on les caractérisait et on a commencé à avoir des principes de sélection pour les adapter le mieux possible à nos conditions. Ça a été des années où on a aussi récupéré des maïs espagnols, portugais, italiens et a constitué une collection. Les autres espèces ont rejoint la collection, notamment en 2004 avec des premiers essais sur le tournesol, en 2007 avec les espèces potagères, où là c'est plutôt un public de jardiniers amateurs qui s'investit de ces missions-là. Et c'est à partir de 2010-2011 que on se re-questionne sur les pratiques de sélection, puisque il y avait autant de pratiques que d'agriculteurs. Et on s'est posé la question de est-ce que nos pratiques sont efficientes ou pas. Donc ça, je développerai un peu plus par la suite. Dans les années 2012-2013, on a travaillé la question aussi de l'élevage, c'est-à-dire est-ce que les maïs pop, donc quand je dis maïs pop, j'entends maïs population, hein, rien à voir avec le popcorn, sont adaptés à des situations d'élevage. Et c'est dans les années 2018, en répondant notamment à un casar Covalliance, que on a participé à travailler cette question de la sélection. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Le casar Covalliance est un projet sur 3 ans avec des partenaires du monde de la recherche, des groupes de paysans et des associations d'accompagnement où on a essayé d'identifier toutes les pratiques de sélection qui étaient réalisées dans les différents groupes et de voir comment on pouvait évaluer ce qu'on appelle la réponse à la sélection, c'est-à-dire est-ce que ma pratique dans mon champ a un effet significatif ou pas sur les générations suivantes de maïs. En parallèle, il y a eu une volonté, alors qui est issue des animateurs techniciens de la Maison de la Semence, de travailler un peu une métapopulation, c'est-à-dire un mélange de variétés de populations de maïs, qu'on a appelé les maxis. Alors c'est peut-être pas très sexy, mais c'était pour dire, voilà, on constatait que bah, selon les variétés, on avait des épis qui étaient magnifiques par leur taille. Et ben, chaque année, on regroupait les adhérents qui ramenaient leurs plus beaux épis. Donc c'était par rapport au nombre de rangs. Et on se donnait un critère de sélection. On sélectionnait tous les épis qui étaient ramenés et un des adhérents repartait pour ceux donc du coup c'était toutes les variétés qui étaient mélangées et un des adhérents semait ce mélange, cette métapopulation sur une parcelle et chaque année on, on continuait cette sélection-là, chaque fois en rapportant les plus beaux épis de chaque collection. Alors ça a été fait jusque dans les années jusqu'en 2022. Alors, ça a eu un effet assez clair sur effectivement le nombre, sur le critère de nombre de rangs de l'épi, mais aussi on a constaté que ça rendait les variétés plus tardives, ce qui n'était pas forcément une volonté à la base sur cette population-là. 2021, c'est aussi une année où on se pose la question des dynamiques florales, c'est-à-dire que donc le maïs qui est une plante allogame, qui a une fleur femelle et une fleur mâle. On a commencé à étudier le lien entre les floraisons et le rendement. Donc il y a eu notamment un stage 6 mois qui a permis d'analyser un petit peu la littérature scientifique et puis de commencer à réfléchir sur des protocoles. Et c'est dernièrement que on met en place des sélections sur la floraison
du maïs. Et donc ça, c'est une chose que je vais décrire un peu plus tard. Et on a aussi une réflexion à la fois sur l'itinéraire technique, c'est-à-dire on regarde aussi si le maïs menait différemment, par exemple en corridor solaire. Qu'est-ce qu'on peut mesurer quand on fait ce genre d'itinéraire? Est-ce qu'on a des améliorations en termes de rendement, en termes de double épi, voilà, de tout ce qu'on peut regarder à l'échelle d'un protocole. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, oui, donc juste pour dire que pendant une décennie, euh, quand on parlait de sélection massale multicritère, c'était de dire qu'en fait, la sélection se faisait sur plusieurs critères. Donc ça pouvait être la couleur, ça pouvait être la précocité, ça pouvait être la vigueur du plan, et que finalement, après une dizaine d'années d'études, on s'est aperçu que la réponse à la sélection, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ma pratique a un effet sur ma sélection, n'était pas significative. Donc on s'est reposé la question de dire, mais comment faire de façon à la fois efficace et à l'échelle d'une ferme, comment on peut faire pour effectivement avoir un effet sur sa pratique, sur sa sélection. Donc je pense que tu peux passer à la suivante. Oui, vas-y, tu peux passer encore. Donc effectivement, on a pu mesurer que sur le rendement, qui est un peu la problématique commune à tous les producteurs, c'est bah, qu'il n'y avait pas vraiment d'augmentation significative et que on avait un allongement de l'intervalle entre la floraison mâle et femelle que l'on nomme l'ASI, qui est le terme anglo-saxon. Ouais, tu peux passer à la suivante. Donc, on a travaillé le protocole pour travailler un critère, voire deux maximum, et s'y tenir tout au long du protocole pour pouvoir, voilà, encore une fois, mesurer cette réponse à la sélection. Vas-y, tu peux passer à la suivante. Donc, un des critères qui est très héritable, c'est le nombre de rangs, car effectivement, tous les critères ne sont pas héritables. Et on peut faire un lien de cause à effet entre le raccourcissement de l'intervalle entre la floraison mâle et la floraison femelle et le rendement. Ouais, tu peux me passer. Donc là, vous voyez deux graphiques qui expriment, qui illustrent ce qu'on appelle les dynamiques de floraison. Donc la courbe en marron foncé euh, représente le pourcentage des pieds fleuris mâles et la courbe en jaune, les pieds fleuris femelles. Donc à gauche, vous avez une situation normale, c'est-à-dire une situation où il n'y a pas de stress hydrique ou de stress thermique ou une mauvaise gestion de l'ennervement ou des choses comme ça. Et donc, ben, forcément, la floraison mâle arrivant avant la floraison femelle, on peut mesurer donc l'écart entre les deux floraisons lorsque 50% de la population a émis ses fleurs mâles et lorsque 50% de la population a émis les soies, c'est-à-dire les fleurs femelles. Et il y a une corrélation qui nous dit que plus cet écart est long et plus il y a une diminution du rendement. Et à droite, vous avez une situation plutôt en mode stressant, où on voit qu'effectivement l'ASI, donc cet écart, a été rallongé. Donc la question à laquelle on veut répondre, c'est est-ce qu'on peut rédiger un protocole de sélection où on va diminuer cet ASI, cet écart, pour éviter justement des pertes de rendement derrière. Alors tu peux passer à la suivante. Donc, on travaille actuellement sur une plateforme d'essai qui est chez Didier Margouti, pas très loin de Sainte-Foy-la-Grande, dans le sud du département. Et donc, on mène deux essais. Donc, un essai sur la floraison
et un essai donc qui est plutôt qui traite plutôt de l'itinéraire technique, c'est-à-dire des maïs menés en corridor solaire. Et donc je vais vous présenter, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, Oui, tu peux encore, oui, tu peux donc tu peux présenter. passer voilà, celle-ci. Donc là, vous avez un schéma de l'essai qu'on a mené, qu'on mène depuis 2022. Donc avec deux parties. Une partie où on va observer l'effet de la sélection de l'année précédente et une partie où on va à la fois sélectionner et produire de la semence. Parce qu'il y a aussi ce double objectif de pouvoir et produire et maintenir sa sélection. Donc on a différentes modalités, une modalité forcément témoin qui est représentée par un T, et ensuite on a deux autres modalités A et B où l'on va pratiquer une sélection. Donc tu peux passer à la diapo suivante. Sur toutes les modalités sauf celle du témoin, on va faire une épuration, on va enlever les pieds chétifs, les pieds malades, voilà, les pieds qui ne représentent pas un intérêt pour le producteur. Dans la modalité A, on va opérer une castration des pieds mâles qui sont précoces, c'est-à-dire que on va compter le nombre de floraisons et dès lors qu'on arrive à un tiers de la population qui a émis ses anthères, donc c'est la fleur mâle, on va castrer ces pieds-là. C'est pas ce qu'on va faire sur la modalité B. Ensuite, on continue à compter les floraisons et ensuite on va regarder les floraisons femelles. Et lorsque les deux tiers de la population a émis ses soies, donc la fleur femelle du maïs, on va détruire les pieds qui n'ont pas encore émis leurs soies, donc ce qu'on va appeler les pieds femelles. Voilà. Ça, on va le faire dans les deux modalités, dans la modalité A et dans la modalité B. Euh, on va avoir encore deux autres modalités. Donc ça, c'est de la sélection négative, hein. On détruit par de la castration ou par de la destruction. Et ensuite, on va rajouter un autre critère, une autre sélection, c'est une sélection positive, c'est-à-dire les modalités A+ et B+. On va, dans la parcelle, choisir, selon, encore une fois, un seul critère, donc en l'occurrence le nombre de rangs, les épis qui correspondent à ce critère-là. Voilà. Donc du coup, on mesure sur chaque modalité euh, voilà, l'effet de la sélection sur le poids 1000 grains, sur les intervalles de floraison, sur le rendement, et on essaye de voir s'il y a des choses significatives ou pas. Et donc là, sur le recul qu'on a, qui est seulement sur 2 ans, hein, qui est un recul assez court, on n'a pas mesuré encore d'effets significatifs sur nos essais. Et alors ça, on est encore à l'état d'hypothèse, mais on peut supposer que notre acte de sélection, c'est-à-dire la castration et la destruction, n'est peut-être pas assez agressive, n'est pas assez drastique, et qu'il faudrait peut-être aller sur une sélection encore plus poussée pour vraiment mesurer quelque chose de significatif. Voilà. Donc ça représente donc si vous choisissez une couleur, donc si vous prenez par exemple la modalité A, donc qui est en bleu, vous voyez la courbe qui représente le pourcentage de floraison mâle en premier, puis vous voyez à côté, toujours dans la même couleur, les floraisons femelles. Et on voit que quelle que soit la modalité, il n'y a pas de différence, que ce soit la modalité A ou B, ou même celle du témoin. Donc on peut commencer à conclure qu'effectivement, notre façon de sélectionner n'est pas assez significative pour pouvoir mesurer un effet sur les floraisons. Donc, est-ce qu'il faut exercer une pression plus importante? C'est-à-dire qu'au lieu de castrer, par exemple, les 30% maïs trop précoces, est-ce qu'il ne faut pas aller à 90%? Euh, on a besoin aussi d'un pas de temps beaucoup plus élevé, hein. Sur 2 ans, ça ne suffit pas pour vraiment constater les choses. Et puis, est-ce qu'il y a un effet variétal que l'on ne mesure pas encore? Donc, il faudrait essayer avec d'autres variétés que celle qui est actuellement chez Didier Margouti.
Voilà, donc aussi vous parlez rapidement de l'essai sur les corridors solaires où donc en fait un corridor solaire c'est juste un écartement plus important de l'interrond. Donc là on a l'année dernière on a mené trois modalités, trois situations, une situation classique de corridor de témoin semé à 75 cm d'interrond, une situation à 110 cm et une situation à 150 cm avec l'implantation d'un couvert végétal dans l'interrond. Et donc là aussi, on observe un petit peu s'il y a des effets sur le nombre de pieds sans épis, sur le rendement, sur la dynamique de floraison. On essaye, on regarde un petit peu tout ça. Et ce que l'on va mener cette année sur les années futures, c'est aussi ben, retravailler les essais Maxis, donc cette métapopulation dont je vous ai parlé tout à l'heure, travailler sur des essais multi-environnements, c'est-à-dire délocaliser des expérimentations que l'on mène actuellement sur la plateforme chez Didier Margouti, et puis aussi d'aller un petit peu plus sur l'aspect agronomique en testant différents couverts végétaux et de désherbage. Après, donc, rappeler que une de nos principales missions, c'est toujours de diffuser ces variétés, que ça soit en maïs, en tournesol ou dans les espèces potagères, et que cette diffusion fonctionne par voilà, la gestion collective de cette collection qui est animée par la Maison de la Semence d'un groupe du Périgord. Merci Geoffroy. Merci à vous. Euh, à ton tour, Diane, du coup, de présenter. Oui, bonjour. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, très bien, merci. Donc, ben, je vais vous présenter un petit peu ma ferme et comment le maïs population est arrivé sur la ferme, comment on le pratique et la place qu'il a aujourd'hui. Donc, ouais, je suis installé sur la ferme familiale. Donc, c'est une installation tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai repris la ferme de mes parents, qui étaient aussi éleveurs en vaches laitières. Et dès que, donc ça c'était en 98, je me suis installé. Voilà. Ça y est, j'ai des souvenirs de plus de 20 ans maintenant, ouais. Ça y est. Donc, reprise très classique, formation agricole très classique. Ouais, je suis passé par le lycée agricole, BTA, bien formé. Et le, dans les fondements des choix que j'ai fait, donc, je trouvais sens dans ce métier que pour être producteur d'aliments sains. C'était ça un petit peu ce qui me tire, aliments sains et avec des modes de production des modes de production respectueux de l'outil de travail que l'on m'a cédé, hein, donc ces terres et de cet environnement dans lequel je vis. Voilà, c'est un petit peu le fil conducteur et un petit peu ce qui donne sens à ce métier-là pour moi. Donc, quand je me suis installé, le passage en bio, c'était le label bio, c'était celui qui me paraissait le mieux reconnaître ces pratiques-là. Donc, j'étais passé en bio. Ça avait amené certains changements sur la ferme. Notamment la mise en place d'un séchoir à foin, parce que dans une zone, alors, donc, on est au Pays Basque, c'est une zone très arrosée. Hein, on est au pied des montagnes, on voit sur la photo là. On est au pied des Pyrénées et on a les entrées maritimes de l'océan qui arrivent et les nuages qui se bloquent contre les montagnes et on a des pluviométries importantes et encore très importantes. L'année dernière, par exemple, on a eu beaucoup de mal à faire, on avait beaucoup de fois, on n'arrivait pas à les faire parce qu'il y avait trop de pluie. Durant l'été dernier encore. Alors, il y a des choses qui changent au niveau du climat. C'est plus, donc on a eu une année de sécheresse l'année dernière, il y a 2 ans. Et après, ce qui change le plus, c'est qu'on a plutôt des événements climatiques extrêmes, quoi, des grands coups de vent, des grandes, ouais, c'est là, quand ça pleut beaucoup en peu de temps. C'est plus sur ça qu'on voit la différence. Mais enfin, on est quand même dans un endroit où, donc pour en revenir au maïs, on a quand même des conditions optimales quand même un petit peu pour faire du maïs euh, non irrigué artificiellement. Voilà. La ferme, donc c'est notre pot de vache laitière avec donc de la
de la transformation. Donc, quand je me suis installé, il y avait une partie qui était en vente directe, de les crus, et le reste n'était pas transformé. Dans les choses importantes aussi dans mon parcours, ça a été donc effectivement que ma formation a été faite au niveau technique par l'intermédiaire des CIVAM bio, donc blé au Pays Basque. C'est là où j'ai dû un petit peu tout, c'est ce qui m'a un peu aidé un peu, je dis souvent tout réapprendre au niveau agronomique, ouais, on peut le dire. Et, et c'est là aussi qu'il y a eu des rencontres, et notamment des rencontres avec les, les collègues de Dordogne aussi, qui avaient donc ce travail sur la biodiversité cultivée. Voilà, je pensais pour Bertrand Lassaigne, pour Gérard, voilà aussi, voilà, voilà, qui sont plus là, mais qui ont été déjà un peu des rencontres importantes pour moi. Et donc, euh, passage en bio, donc je faisais du maïs uniquement pour l'alimentation pour les vaches. Je faisais de l'ensilage de maïs. Et pour moi, la question de l'intérêt pour les maïs populations s'est posée pour une question très politique en fait. C'est que j'étais en bio et donc c'était le moment de l'arrivée donc des OGM. En France, on a été semé pendant 2 ans, c'est 2000, je crois que c'était 2006, 2007, des choses comme ça, le BT qui était autorisé. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais en bio et que je luttais contre les OGM, parce que j'avais un collègue, on a la frontière, toujours sur la photo, on voit la montagne, là, en haut de la montagne, en fait, c'est l'État espagnol. Voilà. Pour nous, c'est toujours le Pays Basque, mais c'est l'État espagnol. Des collègues de l'autre côté qui étaient en bio et qui, qui, qui ont été contaminés par du maïs OGM. Les cultures de maïs OGM à l'air libre, c'est une culture totalitaire qui contamine, qui s'impose et qui ne laisse pas la possibilité de cultiver différemment. Donc, c'était quelque chose que je trouvais profondément injuste. Et donc, j'avais l'exemple d'un collègue qui avait été contaminé, sa culture déclassée, et les aides bio qu'il avait aussi enlevées, il avait dû les rembourser. Donc voilà le résultat de ces technologies quand elles sont appliquées euh, au grand air. Ça, c'est des choses que je trouve profondément injustes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai été très actif dans la bagarre contre la légalisation des OGM en France. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'achetais mes semences bio aux mêmes sociétés qui à côté faisaient des OGM. Donc ça a été un petit peu le point de départ. Voilà. Est-ce que tu peux rapidement présenter juste le compte, enfin, ta ferme Ouais, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, puis repartir après sur le maïs, puisque vous êtes trois déjà sur la ferme aussi, c'est quand même important ouais, de la le ferme, à préciser. l'époque, moi je me suis installé, j'étais tout Oui, seul. Voilà. Et il y avait un petit peu moins de surface à ce moment-là. Et en gros, je parle en même temps de mes 10 premières, de mes oui. 10 premières années d'installation, où en gros, j'étais sur la ferme et à ce moment-là aussi, donc, j'étais engagé au niveau donc du Civam Bio, donc de Bio d'Aquitaine aussi. C'est là que j'ai croisé des collègues, beaucoup de Dordogne. Et donc dans l'histoire de la ferme, après, donc se pose, donc je reviens Ok. je vous présenterai rapidement la ferme aujourd'hui après. Donc je reviens sur pourquoi les OGM, pourquoi je me suis intéressé à la question, voilà. Et c'est là que se pose la question de faire différemment et que cette question que j'avais se posait aussi en Dordogne, avec le départ sur le travail de la biodiversité. Alors moi, de mon côté, je m'étais dit, il faut que je retrouve un maïs qu'on peut ressemer. Donc j'avais retrouvé une origine de Grand Roux basque, Artogoria en basque. C'est là, Et, là. et j'avais commencé donc à faire dans une petite parcelle de ce maïs-là. Savoir qu'à ce moment-là, c'était un choix que je croyais absolument pas crédible, parce que j'étais formaté moi aussi par le modèle agricole ambiant, par ma formation, par mon environnement. Et c'est quelque chose en quoi je dis, bon, c'est sans doute du rêve, mais il faut que j'essaye. Voilà. Et donc, j'ai commencé par une origine que j'ai retrouvée chez un collègue. Et lui avait trouvé cette origine-là parce qu'il avait un problème de scutis visuel. Son père lui disant que avec le maïs avant, il n'y avait pas ce problème. Donc, il avait retrouvé cette origine-là
de maïs. Donc, une seule origine sur un maïs donc, qui avait été conservé en petite quantité. Et donc, on avait des rendements effectivement très faibles. Et là, de suite, s'est posé la question d'enrichir la diversité génétique de ce maïs population pour pouvoir essayer de l'améliorer. Et donc ensuite, les choses se sont fait progressivement. Voilà. Et on veut dire qu'en cette période-là, en 4-5 ans, j'ai dû retrouver 5-6 origines différentes par le bouche à oreille. Et donc ça, c'est toujours des histoires de... Alors, dans les origines, il y a l'origine qui était dans les frigos de Mindra qu'on avait récupéré par la plateforme de, de AgroBio. Et après, c'est des rencontres. Donc, les gens avaient entendu parler que je faisais de ce maïs, et notamment dans exemple souvent, joli exemple, dans une AMAP à laquelle je vendais des produits, et un maraîcher qui avait perdu son père, et un mois avant, j'avais bien entendu ça, et qui me vient à la jour de la map avec deux cajots de magnifiques têtes de maïs, et qui me dit, écoute, mon père, derrière la maison, pour les poules, il faisait toujours du Artogoria Grand Basque, hein, en bas. Et je sais que toi, tu en cultives, nous, on n'a pas le temps de s'en occuper. Tiens, je te les cède, voilà. Donc, c'est aussi, voilà, donc il me cède les deux caisses de maïs qui avaient été élevées par son père toute une vie, quoi. Voilà. Voilà. Ça aussi, c'est une dimension du travail de la semence paysanne qui est très enrichissante et très gratifiante. Voilà. On est sur des choix paysans qu'on se cède, qu'on se partage. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup de plaisir et de sens à notre travail. Donc, des exemples comme ça font qu'au bout du compte, on retrouve 14 populations d'origines différentes de grands roubasques. Et donc, avec une progression du rendement sur les 4-5 premières années, 6 premières années assez exceptionnelles, quoi. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je pensais euh, un peu être de l'ordre du rêve ou de l'engagement, uniquement un petit peu de mon côté poète un petit peu. J'essaye quand même. Et en 6 ans, je me rends compte que j'ai les rendements que j'avais, les rendements équivalents que j'avais avec l'hybride que j'achetais. En fait, au bout de 3 ans, j'avais arrêté l'hybride et j'avais uniquement euh, du maïs population sur ma ferme. Et à l'époque, donc c'était la base, donc c'était pour l'ensilage. Et Et donc, en ensilage, notamment, on avait des très très bons rendements. C'est un maïs qui est grand, hein, qui a beaucoup de feuillage. Et donc, ça fait du rendement ensilage important. Voilà. Donc, euh, à ce moment-là, donc, ça fait quand le maïs commence à bien fonctionner, c'est une période où je fais des changements un petit peu sur la ferme. Je me recentre plus sur la ferme. J'avais laissé un petit peu mes responsabilités extérieures. Et donc là, du coup, on a mis en place sur l'atelier lait, j'ai mis en place un atelier de transfo, notamment principalement pour du yaourt. Et l'autre point, c'est que le Artogoria, donc le maïs, on a au Pays Basque l'habitude de faire des galettes de maïs, des talois. Et quand j'ai fait les talois, ma grand-mère en faisait, ma mère, et j'en fais encore toutes les semaines à mes enfants. Et quand j'avais fait moudre du maïs du Artogoria pour en faire de la farine, les Talois étaient vraiment délicieux, meilleurs. Voilà. Donc est venue l'idée de valoriser le maïs pour l'alimentation humaine. Donc en gros, je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est pas du hasard. Au début, je me dis c'est du hasard, c'est incroyable. Et en fait, en réfléchissant, c'est pas du hasard. Nos aïeux faisaient du maïs pour se nourrir. Euh, et donc, empiriquement, on fait une sélection sur des maïs qui étaient goûteux et agréables à manger. En fait. Donc, c'est pas du hasard. C'est euh, c'est le résultat du travail de nos aïeux, d'abord des communautés paysannes indiennes, et puis ensuite des paysans qui ont
apprivoisé cette plante au Pays Basque quand elle est arrivée et qu'on fait quelque chose qui soit bon à manger, quoi, hein, voilà. Et donc, on recueille aussi ce travail empirique, cette sélection empirique. Et du coup, j'ai acheté donc aussi à ce moment-là, où je me ressens sur la ferme, j'ai acheté un moulin à strier et j'ai commencé à faire de la farine et de la polenta. Alors la polenta, je connaissais pas, mais ça, je l'ai découverte parce qu'on avait fait à l'époque donc, de, quand on a fait ce travail avec Bio d'Aquitaine, donc Bio et toutes ces structures d'Aquitaine, on avait fait une grande fête de la biodiversité. Et là, on avait fait donc un ramassage c'est au moment où il y avait les faucheurs volontaires. Et au même moment, donc on avait voulu amener une approche d'action collective positive et on avait créé la journée des cueilleurs volontaires. Et donc on avait fait un ramassage de maïs population sur la ferme et avec un grand repas au village. Et ce jour-là, donc il y avait dans le réseau donc dans le Garonne la famille Pozzer qui est d'origine italienne et nous avait il nous avait appris à faire la polenta et on avait fait une polenta qu'on avait partagée sur la place du village avec tous les gens qui avaient ramassé. C'était quelque chose de très convivial. Un très bon moment. Et c'est là que j'ai découvert la polenta et donc du coup, j'ai mis- j'ai acheté un moulin strié avec lequel on a un double tamisage pour faire la farine et la polenta. Et donc donc sur la ferme, Est-ce que tu peux juste, si on est comme tu es passé, si tu es passé sur le, est-ce que tu peux, je sais pas si tu le vois en fait les diapos que je mets en avant ouais, aussi. quelque chose de Ah plus oui. technique, si tu veux. Ouais, exactement, un peu plus comment tu Ok. produis ton maïs, Bon, Artuvaria, ou est-ce que ouais, tu. ouais. Donc aujourd'hui sur la ferme, le maïs, donc le maïs ne représente en gros que 15 à 15% du chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, 15% du chiffre d'affaires. C'est sur les 35 hectares qu'on a sur la ferme, il y en a 10, 12 labourables. Donc le maïs représente 3 hectares sur les 12 labourables. Tout le reste est en prairie, du fait ou du relief ou de la, de la fertilité des sols. Et donc aujourd'hui, le maïs rentre dans la rotation, dans une rotation de prairies temporaires qui sont pâturées pendant 4 ans. Et ensuite, on a deux années de maïs. C'est 4 ans de prairie, 2 ans de maïs, avec apport de compost issu des vaches hein, pour le maïs. Donc on est à peu près ouais, 25-30 tonnes hectares. Et c'est le seul apport. Voilà. Sachant c'est sur des prairies graminées légumineuses, donc il y a eu de la légumineuse avant. Des prairies qui ont été pâturées, qui ont été fumées aussi un peu, donc, du coup, par, par les éjections. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à on a des rendements pour 75 hectares. Et voilà, donc c'est 2 hectares, 2 années de maïs en suivant, et un dérobé entre deux productions. Une conduite classique, c'est-à-dire apport de compost, labour, préparation, semis, et 1 à 2 binages. Voilà, ça dépend des années. Voilà, un premier binage au stade le plus tard possible, tant que les, les adventifs ne sont pas trop développés. Et donc, et ensuite, si c'est possible, un deuxième binage notre premier binage affiche avec des rasettes, le deuxième binage un peu plus puissant pour buter, pour envoyer un petit peu la terre sur le rang, qu'on peut pas effectivement toucher en travaillant sur l'entourant. Voilà un petit peu la conduite technique. Et Et ensuite, la on a donc récolte, ouais. ouais, la récolte, donc récolte en épi, au corn-piqueur. Donc avant la récolte, idéalement, donc c'est des passages pour la sélection massale dans le champ, donc sachant que le point un petit peu le plus délicat sur le Artogoria, c'est sa grandeur, donc c'est la résistance à l'averse. Mais voilà, sachant que ce maïs, il a été sélectionné à une autre époque, à une époque où en fait on étêtait le maïs, c'est-à-dire qu'une fois que la tête était faite, on étêtait le maïs et même on l'effeuillait après pour nourrir les animaux.
c'était un travail manuel, qui se faisait en famille. Et donc, c'est vrai que la résistance, donc du coup, la résistance à la verse était meilleure une fois qu'il était étecté et Mm. feuillé. Et ça, on le fait plus. Et donc, on hérite d'une sélection d'une autre époque aussi. Et donc, c'est sans doute le plus gros point faible de cette population, c'est sa résistance à l'inverse, du coup. Parce que nous, on n'a plus la main-d'œuvre ni le temps pour faire ce travail-là. Et donc, ensuite, c'est un séchage en crible, exposé nord-sud, puisque on a le vent du sud, donc, qui souffle beaucoup à l'automne. Et égrenage, triage et stockage, donc, égrenage là en février en général. Ouais, c'est ça, ou janvier-février, ça dépend des stocks. Ensuite, euh, un triage et ventilation pour le nettoyer. Et ensuite, conservation, quand les températures commencent à monter, on conserve donc en conteneur froid. Et s'il y a une attaque, on va jusqu'à une congélation pour tuer les œufs. S'il y a une attaque de pyrale ou pas de pyrale, de nid ou les petites bêtes noires, hein, ça s'appelle, c'est les, bon, ça me revient plus, hein, on les connaît, ça me revient pas. Et ensuite, donc, transformation au moulin. Donc, Oui. aujourd'hui, voilà, donc, sur la ferme, donc, on va dire que 80% du maïs est valorisé en, euh, en farine pour l'alimentation humaine. Ouais. Le maïs, donc du coup, il y a eu effectivement un certain engouement, une certaine autorité qui a été créée par le fait qu'il y a pas mal de chefs qui ont commencé à travailler ce maïs et à communiquer dessus. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais plus assez de maïs et en discutant avec des collègues, donc du coup, il n'était pas question pour moi d'en faire plus parce que ma production est adaptée à mon système et à mes, mes surfaces labourables et s'intègre dans un agrosystème bien particulier et cohérent. Et donc, on a du coup des collègues qui en faisaient certains et qui d'autres pas, se sont intéressés à la question. Donc aujourd'hui, on a monté un collectif, on a créé une marque, Mm. Artogoria, avec un cahier des charges bien précis. Et donc aujourd'hui, voilà, on a une quinzaine de producteurs du coup, à être producteurs de maïs à Artogoria avec notre marque et ce logo. Euh, on voyait, oui, on le voit là, effectivement, à Mm. gauche. Et voilà, avec un cahier des charges, je crois que ça arrive au bout de mon temps, qui en gros, je veux dire, deux, trois principes, qui est un cahier des charges, bon, que je dis qui est très politique en fait, où donc l'idée c'est que la semence, il y a des points très symboliques, la semence n'est issue que d'échanges non monétaires, de services ou de biens. Ensuite, le, le maïs ne doit pas être irrigué. Le maïs doit être produit selon le cahier des charges d'agriculture biologique. Il ne doit pas être irrigué. Ah. Et le producteur aussi, le nom du producteur, c'est le producteur qui transforme le maïs Artogoria. Et son nom, le nom du producteur qui a produit le maïs apparaît aussi sur l'étiquette. Voilà. Il y a une traçabilité et qu'il y a toujours un retour de la valeur ajoutée du produit fini jusqu'au producteur. Voilà, c'est un petit peu, voilà, je dis les grands principes de notre cahier des charges. S'il y a des questions, je pourrais répondre. Voilà. Peut-être que tu peux rapidement peut-être parler de ton atelier laitier, parce que je pense Oui, qu'aujourd'hui, si ça fonctionne bien, ouais, c'est parce que c'est en polyculture élevage, comme tu disais. ouais, absolument. Ouais. Bon, aujourd'hui, ouais, ben, donc il y a la moitié on a une production on a ouais, une vingtaine de vaches à la traite. 90 000 litres à peu près vendus, 40 en lait cru et à peu près 40 aussi, moitié-moitié en yaourt et plus sur le fromage blanc, un peu ouais, en gros, mais c'est le yaourt quand même qui est la production principale. Et aujourd'hui, ouais, depuis 2 ans, on est trois, donc il y a deux salariés sur la ferme, euh, un salarié sur la transfo, c'est-à-dire à 80% sur tout ce qui est transfo yaourt et emballage et conditionnement des produits maïs. Et depuis 2 ans, un autre salarié qui est l'atelier vache, donc c'est production, l'atelier production, c'est traite, alimentation, foin, entretien, voilà.
Voilà. Et donc, voilà, ça va faire maintenant installé en 98. Ouais, depuis 2, 3 ans, je peux dire que il me semble qu'on est trouvé un certain équilibre, une certaine harmonie aussi en termes de charge de travail. Et du coup, aussi d'être un petit peu moins le nez sur le guidon. Ouais, assez, ouais, un peu, ouais, une certaine harmonie dans le système, quoi. Un système qui est assez, qui est plaisant, en fait. Voilà. Enfin, Ça marche. J'avais fait un petit truc sur le ration que tu leur donnais, mais après, tu peux aussi peut-être faire un petit point sur les races locales aussi que tu mets enfin la bernaise que tu as réadaptée Ouais, en bon, la achat et tout. biodiversité, ouais, bon, le troupeau est assez Oui, petit, mais bigarré. Il y a un petit peu, il y a des Montbéliards principalement, il y a un peu de Brune, il y a un peu de Normande. Et ensuite, il y a aussi, je participe, ouais, j'ai aussi j'ai 4-5 Bernaises, des vaches de race Bernaise, qui vont en estive aussi, et qui me servent de guide de montagne, enfin, que vous appelez les Sherpas, qui me permettent d'amener les génisses laitières, qui sont pas, que l'on ne traite pas, qui permettent qui vont passer un été en estive contre les bernaises. Voilà. Ouais, aussi, hein, aussi un moyen de valoriser, d'optimiser, de travailler avec son écosystème. exactement. Bah, je crois que tu as tout dit sur le maïs grand roux basque, sa récolte et sa transformation. Et en fait, voilà, ce que tu disais surtout, c'est que la viabilité, c'est aussi que ce soit que tu aies d'autres ateliers, quoi, ton atelier à vache, enfin, laitier qui était en complément, enfin, qui était complémentaire, je veux dire. Les choses vont ensemble. Ouais. Voilà. Et ben merci, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions qui ont été qui ont émergé de cette présentation. Peut-être qu'il y en aura a posteriori et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par la suite. Euh, je vous remercie tous d'avoir participé. Euh, et puis, vous pourrez revoir le webinaire, on vous enverra les vidéos à la suite. Et je vous souhaite tous une bonne journée.